Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, augmentation significative des soldats dans la lutte contre Boko Haram. La force mixte multinationale a été lancée lundi 25 mai par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le contingent sur place passe de 7 500 à 10 000 hommes. L'Afrique de l'Est prévoit de se réunir une nouvelle fois pour sortir le Burundi de la crise. Au moins 40 personnes ont perdu la vie en un mois de contestation. Les chefs d'État et de gouvernement de la Tanzanie, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda seront à Dar es Salaam en Tanzanie ce dimanche 31 mai. Le président guinéen Alpha Condé a demandé lundi à son gouvernement d'ouvrir des négociations avec les dirigeants de l'opposition. But de la manœuvre, mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations il y a plus d'un mois. Mais d'abord, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, actuellement à Paris ce mercredi au palais de l'Élysée. Une visite qui suit la conférence des donateurs de Bruxelles ce mardi. 72 millions d'euros d'aide en provenance de l'Europe ont été promis dans la capitale belge. 10 millions d'euros seront destinés à l'aide humanitaire, 40 à l'appui budgétaire et 22 millions au fonds Bécou qui regroupe plusieurs activités sociales. Le thème de l'élection présidentielle devrait également être abordé. Originellement prévu au mois de juin, en juillet prochain, le récent forum de Bangui a plaidé pour son report. Approuvée en mars 2015, la force mixte multinationale africaine de lutte contre Boko Haram est effective depuis lundi. Son lancement officiel s'est fait lors de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle se composera au total de 10 000 soldats. Ibra Radinjai. C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre Boko Haram. La force mixte multinationale africaine pour la lutte contre la secte islamiste a été officiellement lancée ce lundi 25 mai. Le commissaire de paix et de sécurité de l'Union africaine, Ismaël Chergui, a confirmé l'information lors de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chiffre était de 7500 et quand les experts ont travaillé dessus, ils ont pensé que ça devait aller jusqu'à 8500 soldats. Mais aujourd'hui, le Conseil de paix et de sécurité a décidé d'accroître cette force à 10 000 membres. Une bonne nouvelle qui réjouit les hommes sur le terrain. La coalition militaire composée du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria a certes enregistré des victoires, mais Boko Haram garde encore une force de nuisance. C'est une bonne nouvelle parce que, quel que soit le cas, il y a une volonté pour tous les pays de pouvoir voir cette force être mise en œuvre le plus rapidement possible. Je pense que les pays, en l'occurrence le Cameroun, ont déjà payé un lot tribut et je pense qu'une force multinationale maintenant viendrait terminer le travail qui a déjà commencé. De toute façon, la mutualisation a toujours été la solution au problème contre la guerre asymétrique en ce moment. Et je pense que ça ne viendra que, en plus de cela, il y a ce soutien du Conseil de sécurité, il y a ce soutien des autres nations qui viennent quand même aider à mettre en route une force qui a été appelée de tous les vœux des pays africains en premier lieu et aussi des autres puissances. Donc, je pense que c'est une bonne chose et à l'état actuel sur le plan opérationnel, ça va faire que continuer le travail qui a été fait par ces trois pays qui ont payé déjà un lourd tribut dans cette guerre. Cette force vient donc compléter les 8500 hommes mis en place par la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en février 2015 lors d'un sommet à Yaoundé au Cameroun. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA avait été également arrêtée par l'institution sous-régionale de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram. L'Afrique de l'Est se penche une nouvelle fois sur le cas du Burundi. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se réuniront dimanche 31 mai à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Leur dernière réunion avait déclenché, souvenez-vous, une tentative de coup d'État au Burundi, pays en pleine crise depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Jean-Célestin et Djangué Ibra Radinjai. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se réuniront dimanche 31 mai à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. L'information a été rendue officielle ce mardi. Mais pour le porte-parole de la présidence du Burundi, il est important que les pays de la sous-région se réunissent pour tenter de trouver une solution de sortie de crise. Si les chefs d'État de la région se réunissent, ce n'est que normal, parce que le Burundi fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. S'il y a un sommet qui est programmé,
et qui se tient, ce n'est que normal, donc ce n'est que positif. Et le gouvernement du Burundi accueille cela favorablement. Le précédent sommet organisé à Dar es Salaam sur la question burundaise le 13 mai dernier avait débouché sur un échec 2 jours plus tard. Des généraux burundais avaient profité de l'absence du pays du président Nkurunziza pour annoncer le 13 mai un coup d'État. Reste que pour de nombreux analystes, c'est au sein de la communauté est-africaine que le Burundi peut retrouver la paix et la sérénité. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait un sommet qui est organisé à la fin de ce mois en Tanzanie, justement pour pencher sur la question du Burundi. Là, je pense que c'est vraiment un sommet qui est attendu par beaucoup de Burundais, plusieurs Burundais. Étant donné que le Burundi est membre de la communauté est-africaine depuis 2007, donc c'est vraiment normal que s'il y a un problème dans un pays, donc partenaire, que les pays se penchent et puis essaient de se rencontrer justement pour échanger et pour trouver une issue sur un problème donné dans une partie de la communauté. Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, a été désigné candidat à la présidentielle du 26 juin par son parti, le CNDD-FDD, le 25 avril. Le lendemain, des manifestations d'opposants à ce 3e mandat ont commencé. Les putschistes s'étaient appuyés sur ce mouvement populaire pour justifier leur tentative de coup d'État, reprochant au président Nkurunziza de se représenter au mépris de son peuple et des accords d'Arusha. Après avoir reçu l'opposition, le président Alpha Condé demande à son gouvernement de démarrer les négociations. Les manifestations de l'opposition avaient conduit à un blocage politique depuis plus d'1 mois. Le désaccord entre les 2 partis repose sur le calendrier électoral. On fait le point avec Jean-Célestin Edjangué et Arwa Barkala. C'est par une lettre adressée à son Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et par un communiqué de presse que le président guinéen Alpha Condé a fait part ce lundi 25 mai de sa volonté de reprendre le dialogue avec l'opposition. L'objectif pour le président, favoriser la tenue transparente et équitable des élections présidentielles et communales prévues respectivement pour octobre 2015 et mars 2016. Mercredi 20 mai, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'était entretenu avec le président Alpha Condé, mais l'homme politique s'était dit déçu de la rencontre. L'opposition semble donc attendre mieux de l'annonce du chef de l'État. Nous sommes à notre 4e dialogue. Si on arrive à organiser celui-là, nous en avons fait en 2011. Le président de la République a gardé les conclusions d'Enfant-Tiroir. Nous en avons eu en 2013 sous l'égide des Nations Unies. Les conclusions n'ont été appliquées que pour l'organisation des élections législatives. Nous en avons eu en 2014 après que l'opposition ait quitté l'Assemblée nationale justement parce que les conclusions de 2013 n'étaient pas appliquées. Nous en demandons en 2015 parce que les conclusions des négociations de 2014 n'ont pas été appliquées. Donc il y a strictement de nouveau ce que nous savons. Nous nous trouvons pratiquement à 4 mois de l'élection présidentielle et nous pensons que Alpha Condé joue le temps. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le camp présidentiel et l'opposition autour de la question du calendrier électoral et de violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans diverses villes du pays. Du côté de la commission électorale, on salue toute initiative visant à renouer les fils du dialogue. La CENI soutient toutes les initiatives qui peuvent favoriser la participation effective de la classe politique à l'ensemble du processus électoral, premièrement. Deuxièmement, je pense que si les interlocuteurs sont honnêtes entre eux et s'ils sont conscients qu'il s'agit du devenir de la nation, je pense qu'on aboutira à des initiatives nous permettant de respecter les dates constitutionnelles des échéances électorales. Parce qu'il s'agit en fait de respecter les délais impératifs fixés par la Constitution guinéenne, qui est notre loi fondamentale et à laquelle nous devons obéissance. Le président guinéen n'a pas encore fixé de calendrier de négociation avec l'opposition, mais émet toutefois le souhait qu'un dialogue soit organisé sans délai. En attendant, les opposants souhaitent toujours que les élections communales puissent se tenir avant les présidentielles. La Tunisie est à l'honneur de l'édition 2015 du festival Moussen du Tantan, le festival qui se termine ce 27 mai et célèbre le patrimoine immatériel de la culture des Bédouins au Maroc. Petit tour d'horizon et des programmations avec Arwa Barkala. Le folklore tunisien est à l'honneur au festival Moussem de la ville de Tantan, prévu du 23 au 27 mai. Situé au sud-ouest du Maroc, le festival a pour vocation de célébrer le patrimoine immatériel du Maroc et de la culture touareg.
L'occasion pour les participants de découvrir des traditions, un savoir-faire et un mode de vie qui défient l'urbanisation toujours galopante. Une rencontre culturelle qui perpétue une tradition ancestrale selon laquelle les tribus sahraouis se réunissaient annuellement pour les échanges commerciaux. Je ressens une grande joie à l'idée d'assister à cet événement, à l'idée de voir ces tribus si variées être représentées ici. C'est la démonstration de notre véritable identité, celle que certains veulent détruire en important des cultures qui nous sont étrangères. De nombreuses personnalités du monde de la politique, de l'économie ou encore des sports et des arts sont attendues à ce rassemblement annuel réunissant plus d'une trentaine de tribus de nomades du Sahara du Sud marocain et d'autres régions du nord-ouest de l'Afrique. En 2014, les Émirats arabes unis étaient les invités d'honneur du festival. Cette année, les Émiratis ont décidé de se joindre de nouveau aux festivités, soutenus par leurs confrères koweïtiens. L'an dernier, nous étions les invités d'honneur et cette année, nous avons un partenariat avec nos frères de ce festival. Nous les rejoignons sur le principe de défense de notre patrimoine et celui du patrimoine du monde arabe. Nous nous retrouvons autour des coutumes communes, notre culture et notre histoire. Nous partageons beaucoup de points communs. Le festival Moussem de Tantan a connu une interruption entre 1979 et 2004, 25 ans de suspension en raison des conflits qui agitent le Sahara occidental et les problématiques de sécurité sur l'étendue du territoire sahraoui. Cette année, le festival propose d'assister à des courses de chevaux, de chameaux. Y seront également présentées les différentes spécificités culturelles touchant tous les aspects de la vie des populations nomades, tels que les vêtements, les traditions culinaires et l'art de la poésie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.